donc la définition des objets connectés. C'est quoi les objets connectés? Tout le monde en parle, tout le monde parle d'IoT. Alors il y a plein de définitions et plein de positionnements possibles dans l'IoT. Ma définition de l'IoT, c'est data. D'accord? Donc c'est quoi? C'est Internet of Things. Internet of Things, les things, ils vont être connectés à Internet. Ça veut dire quoi être connecté à Internet? Ça veut dire balancer des data sur Internet. Okay? Donc si on prend cette définition, ça va impliquer plusieurs choix architecturaux que je vais montrer dans ce qu'on fait chez Samsung. Et avant de commencer aussi, il faut que je parle un tout petit peu de ce qu'on fait justement chez Samsung. Et pourquoi c'est différent et pourquoi c'est difficile. Okay? Samsung, vous connaissez tous, évidemment, vous avez certainement des petits jouets Samsung chez vous ou dans vos poches. Samsung, c'est pas une boîte de logiciels. Okay? C'est définitivement une boîte de hardware. Et j'ai aucun problème à dire que Samsung ne comprend strictement rien au logiciel. Okay? Donc mon but, mon job, c'est de faire en sorte que Samsung devienne une boîte de logiciels quelque part, devienne une boîte de service. Donc quand je suis arrivé chez Samsung il y a 3 ans maintenant, exactement 3 ans, je suis arrivé pour ce que je considérais être un challenge, d'accord? Donc je me suis dit, je veux faire quelque chose de rigolo, et quelque chose de rigolo pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Okay? Et quelque chose d'impossible, en l'occurrence, c'était de faire en sorte que Samsung se mette à faire du service et du logiciel. D'accord? Et pour ça, évidemment, pour moi, ce qui était évident, c'était de regarder ce qu'est Samsung aujourd'hui. Donc c'était des îlots de technologies connectées, mais pas entre elles. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs qui font les frigos, ils font les frigos, ils ne parlent pas aux mecs qui font les aspirateurs, ils ne parlent pas aux mecs qui font les télés, ils ne parlent pas aux mecs qui font les téléphones, ils ne parlent pas aux mecs, etc. Okay? Donc, ils ne se parlent pas entre eux, alors qu'ils ont des objets extraordinaires par eux-mêmes, qui pourraient être encore plus extraordinaires s'ils se parlaient entre eux, justement. D'accord? Donc, mon but, avoué et non dissimulé, il y a 3 ans, quand je suis arrivé chez Samsung, j'ai dit au président de Samsung qui me convoitait, on va dire, je lui ai dit, moi je viens pour casser les silos. Et donc, je viens pour casser les silos et pour créer cette interopérabilité et cette philosophie que j'apporte, qui est un peu spéciale et que je vais détailler maintenant, je vais essayer de l'implémenter chez Samsung. Comme vous allez voir dans la présentation, 3 ans après, on a créé la plateforme qui était exactement ma définition d'il y a 3 ans. Et maintenant elle est prête. Alors il suffit que Samsung décide de la commercialiser. Alors c'est aujourd'hui un autre challenge pour moi. Je suis pas un business guy. Hein. Je suis un technologiste. Mon challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qu'on a fait pendant 3 ans avec mon équipe, qui est maintenant d'à peu près 45 personnes, de passer ça comme business unit, donc de passer ça comme un vrai produit qui va être maintenant vendu par Samsung sous la forme de service, sous la forme de plateforme. Bon, il y a diverses façons de le faire, on va voir un peu ça. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette vision, elle existe, elle est là aujourd'hui, et d'ailleurs, vous pouvez tous l'utiliser parce que c'est disponible pour n'importe qui, pour au moins jouer avec aujourd'hui, et peut-être demain pour nous ramener des sous. Je vais commencer donc le titre, hein, il veut bien dire ce qu'il se veut dire, It's all about data. Okay, donc c'est ma définition des objets connectés. Mais l'Internet of Things, à la fin, c'est aussi par elle-même, c'est vrai chez Samsung, comme je viens d'expliquer juste avant, mais c'est des silos aussi, d'accord? Donc il y a des gens qui parlent de smart health, smart home, smart car, smart je sais pas quoi. D'accord, on est très smart, hein? on a plein de trucs smart, mais en fait ils sont encore une fois smart par eux-mêmes, mais pas smart ensemble. Okay? Et la colle de tous ces trucs-là, en fait c'est moi. D'accord, c'est moi, l'utilisateur final. Ben, je vais avoir des morceaux de Smart Health, je vais avoir des trucs comme les Fitbit, je vais avoir des morceaux de Smart, je ne sais pas quoi, de communication avec des montres, je vais avoir une voiture connectée, je vais avoir une home connectée, etc. Donc à la fin, moi, l'utilisateur final,
mon rêve, c'est que tous ces objets, ils se parlent vraiment ensemble et ils fassent quelque chose pour moi. Parce que à la fin, je veux dire, c'est quand même tout à propos de mon nombril. D'accord? C'est ce qui m'intéresse, c'est que ces objets, ils travaillent pour moi. Ok? Donc, on se fiche de savoir en quel domaine c'est. À la fin, ce qui est important, c'est de savoir que ça va marcher pour moi. Donc c'est so about me, so about data. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs phases quand on a un objet qu'on va vouloir connecter, qui va être un objet connecté. Il va falloir collecter les datas, collectionner les datas. Il va falloir transporter les datas. Il va falloir messaging, interpréter les datas. Ok? Donc c'est la partie qui est un peu compliquée. Chacune de ces choses-là va avoir des politiques différentes possibles pour les effectuer. D'accord? Donc, nous, on ne va pas pouvoir tout faire. On ne veut pas tout faire. Donc, il va falloir faire des choix. Et certains de ces choix sont des choix purement philosophiques. Et il y en a un qui est le plus gros choix philosophique dont je vais parler, qui est aussi le plus polémique et qui est pour moi le plus intéressant. Ce qu'on veut, l'idéal, c'est quoi? C'est de pouvoir connecter tout et n'importe quoi. D'accord? C'est pas de dire que la plateforme qu'on va créer, elle va être seulement pour un certain type de data. Il va falloir que cette plateforme, elle puisse s'adapter à n'importe quoi. Alors ça déjà, en soi, c'est un challenge, d'accord? Mais bon, il faut, dans l'idéal, qu'on ait cet objectif-là. Si on n'a pas cet objectif-là, on va se fermer les portes à plein d'objets. D'accord? Si on dit, je vais récupérer que des trucs qui vont balancer des datas tous les 10 jours, et puis ça va être un petit morceau de data comme ça, ou si je dis, je vais récupérer que les streams vidéo, ou si je dis, je vais récupérer que ci et ça ne va pas marcher. Cette histoire dont je parlais au début de sur le about me, tous ces objets différents, ils vont avoir des politiques de génération de data qui vont être complètement différentes. Donc il faut pouvoir s'adapter à ça. Il faut être sûr qu'on va pouvoir récupérer real-time ou qu'on va pouvoir récupérer historical. Parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas être connectés tout le temps. Donc quand ça va être connecté, il va falloir récupérer l'histoire de cet objet. D'accord? Il faut pouvoir prendre discrete and continuous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui va être continuous data, c'est les vidéos par exemple, justement. C'est des trucs qui vont envoyer des trucs en permanence. Discrete, c'est des machins qui vont envoyer des trucs de temps en temps. D'accord? Donc il faut être prêt à ça. Alors vous allez me dire, quand c'est discrete, ça va être fastoche par rapport à continuous. Oui, certainement. Mais bon, il faut quand même être prêt dans les structures de data à prendre n'importe quoi. Et donc, c'est n'importe quelle data de n'importe quel device, parce que aujourd'hui, ce que je veux pouvoir vous dire dans une plateforme que je vais construire, je veux pouvoir vous dire, vous que je ne connais pas, vous allez construire un objet que je ne connais pas, qui est l'objet de demain, et cet objet de demain, je peux vous dire, aujourd'hui, les yeux dans les yeux, comme on dit, que je peux l'accepter dans la plateforme. Très très facilement. Et donc ça, on va voir la façon dont on fait ça, la démarche technologique qu'on a adoptée pour pouvoir prendre n'importe quel type de data et que n'importe qui puisse ingérer ces datas de n'importe quel objet. C'est un des choix technologiques qu'on a fait. De la même manière qu'on veut être donc agnostique au niveau de la façon dont on collectionne les datas, dont on collecte les datas, on veut aussi être complètement agnostique de la façon dont on va récupérer ces datas, transporter ces datas. D'accord? Alors franchement, moi, je m'en fiche de savoir si c'est 3G, Wi-Fi, Z-Wave, BLE, ça m'est égal. Ça ne devrait pas me poser un problème. Parce qu'à la fin, vous vous rappelez, je suis Internet of Things, donc je suis Internet, on va tout balancer en haut d'une manière ou d'une autre. Donc quelque part, il faut collectionner ces machins, et chacun des objets va avoir ses capacités, va avoir ses caractéristiques de connectivité. D'accord? Il y a des trucs qu'on ne peut juste pas faire en Wi-Fi sur certains objets parce qu'ils ne vont pas avoir le power, ils ne vont pas avoir assez de puissance, assez de temps de connexion. Donc, il faut être prêt, là encore, à pouvoir accepter n'importe quoi. Et
Moi, au niveau de ma plateforme, dans le cloud, ça m'est égal. Ce que je vais considérer, c'est que les gens qui vont créer les objets, ils vont pouvoir se débrouiller pour se connecter à quelque chose qui va être connecté à Internet après. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que quand on a BLE, ça ne se connecte pas directement, Bluetooth, ça ne se connecte pas directement à Internet, ça passe par exemple, au téléphone qui, lui, va se connecter et va envoyer les datas. Donc, de toute façon, il va y avoir des relais, il va y avoir des choses comme ça, et c'est OK. Mais ça, moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire pourquoi, et ça fait partie de la philosophie de base de cette plateforme. Mais, donc, comme je disais, la question est de savoir où on va balancer ces datas. Et comme on parle de Internet of Things, eh ben on va balancer ces datas sur Internet. Donc ça, c'est la première partie qui va un peu pouvoir choquer certains qui vont dire que les objets connectés, ils peuvent se trouver ici sur notre bas monde, ils se trouvent sur notre bas monde. Mais quelque part, c'est pas là qu'on va les organiser en quelque sorte. D'accord? Donc je vais revenir à ça. Et comment je vais revenir à ça? Je vais revenir à ça en comparant ce que j'appelle downstairs and upstairs. Okay? Mon postulat de base, c'est que downstairs is hell. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est compliqué. Alors moi, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis venu à Samsung et je suis venu à cette plateforme pour m'amuser. Donc je ne suis pas venu pour me faire chier. Okay? Et donc, le problème de downstairs, c'est que c'est très très compliqué. Donc, il y a plein de protocoles différents, il y a plein de gens qui décident que c'est eux qui devraient être le standard, c'est eux qui devraient être la façon dont on connecte, et la vérité, c'est que les standards, ça n'existe pas. Alors, voilà, ça c'est une autre phrase, en général, les gens ils n'aiment pas que je la prononce, mais moi je l'adore, parce que les standards, ça n'existe pas. Donc réfléchissons un peu à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, les prises de courant, les trucs hardware, là, les machins, quand ça s'enfonce comme ça et quand on les met dedans, ça marche assez bien, et c'est bien qu'entre deux maisons différentes, il y a les mêmes prises et tout ça. C'est vrai, mais voilà, vous traversez le petit morceau de flotte qu'il y a entre nous et les Anglais, ben, votre petit machin, il est dans la prise. D'accord? Donc, il y a des standards, si vous voulez, locaux, donc on va pouvoir réussir à se mettre d'accord avec certaines choses, ou des standards d'alliance, on va dire, mais à la fin, un vrai standard universel, ça n'existe pas. C'est un de mes postulats. Et qui amène à quoi? Qui amène donc à dire que downstairs is hell, parce que c'est encore une fois trop compliqué, mais qu'évidemment, upstairs is paradise. Donc pourquoi upstairs is paradise? Eh bien parce que upstairs, ça n'existe pas. D'accord? Upstairs, c'est white and fluffy. D'accord? Ça n'existe pas, c'est du software. C'est des morceaux de data qui vont être là-haut, dans un cloud. D'accord? Et pour transformer ces datas entre elles, pour les faire communiquer, eh ben, justement, c'est que du software. Et donc, pour ça, j'ai pas besoin d'avoir des morceaux de plastique qui rentrent dans les trucs, de faire des protocoles compliqués pour que ma machine marche avec une autre. Parce qu'une fois que j'assume que mes datas vont aller en haut, d'une manière ou d'une autre, quel que soit, comme on a dit tout à l'heure, la data structure, et quel que soit le format, donc quand on assume tout ça, décoder tout ça, real time, en haut, c'est super fastoche. C'est que du software. Si on essaie de faire la même chose en bas, s'il y a un nouvel objet qui arrive, un objet inconnu, dont je parlais tout à l'heure, qui arrive, cet objet inconnu, pour le faire parler à quelque chose d'autre, donc prenons un exemple simple. Télé, ici, avec cet ordinateur. Je ne dis pas que c'est impossible de les faire parler ensemble, là, entre eux, comme ça. D'accord? Aujourd'hui, quelque part, ils parlent ensemble. Il y a un joli fil, là, qui permet de faire en sorte que je puisse afficher l'écran sur ça. Mais c'est une fonction spécifique. Ce fil-là, ben, il a fallu le sculpter, d'accord? C'est compliqué. Si maintenant, je veux imaginer que les datas qui sortent de ce machin-là, je vais les balancer après à ce machin-là, et que je vais faire la conversion là-haut en software,
Ça, c'est super fastoche. Ça va prendre quelques heures, on va dire, pour un commun et mortel programmeur. Okay, tandis que sculpter le câble, faire en sorte que tout marche et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Okay, donc, encore une fois, je pars sur le fait que c'est le cloud qui va permettre de faire cette interopérabilité dont je parle, et qui va permettre de relier, de coller tous ces objets. Alors quelque part, il faut que moi aussi je sois dans le cloud, parce qu'à la fin, comme je disais tout à l'heure, tous ces trucs-là, ils travaillent pour moi. Et moi, je suis dans le cloud parce que ce cloud, il m'appartient en quelque sorte. Donc on va voir ce que ça veut dire exactement au niveau de la sécurité. Donc il y a plein de problèmes de sécurité, évidemment, parce que les gens ils se disent, oh, si les trucs, il faut qu'ils aillent dans le cloud, et puis après, je perds plus ou moins le ownership. Et puis, dans ce pipe-là, est-ce que c'est un pipe sécurisé quand ça monte dans le cloud, ça. Donc il y a plein de problèmes, vous allez certainement essayer de me casser un peu, mais c'est le but, hein. Moi j'espère, il me faut des feedbacks. Maintenant, en général, j'ai 3 questions. La réalité aujourd'hui, quand vous avez vos connexions Internet, aussi bien sur votre téléphone qu'à la maison, la réalité, c'est qu'en moyenne, un aller-retour sur Internet d'un objet connecté correctement, je dirais, un objet qui a été fait pour se connecter correctement, on peut considérer que c'est quand même moins d'une seconde. D'accord ? 200 millisecondes, c'est le truc un peu assez classique. Donc, je veux dire, rappelez-vous, là, je parle de mes objets, de l'Internet des objets pour moi. Je veux dire, je vais pouvoir accepter des temps de connexion qui sont de l'ordre de moins de la seconde. Si je vais rentrer dans ma maison et qu'au moment où je rentre, les lumières s'allument dans la seconde, ça se passe bien. Alors certains vont dire, une seconde c'est long. Ça peut se discuter, mais comme je dis, la plupart du temps, on est dans les 200 millisecondes. 200 millisecondes, vous n'allez pas trouver que c'est long. Parce qu'en général, en plus, vous allez rentrer, quand vous rentrez dans la pièce, vous n'avez même pas à trouver de bouton, le truc il s'est déjà allumé. Ça marche assez bien. Je vous montrerai tout à l'heure une vidéo de ma maison, la vraie maison, qui est une maison connectée. Je travaille dessus depuis 1999. D'accord, donc ça fait un petit moment que j'ai une maison connectée. Donc j'ai commencé avec des protocoles qui s'appellent Xten. Xten, c'est un protocole qui date d'il y a 30 ans. C'est un truc qui est très vieux. Mais maintenant, aujourd'hui, j'utilise d'autres protocoles. Donc ma maison, en fait, ça utilise plein de protocoles différents. Je m'en fous parce qu'évidemment, ma maison, elle utilise Samy. Elle utilise ma plateforme dont je suis en train de parler aujourd'hui. Et donc, dans ma vraie maison, j'ai aujourd'hui 205 objets connectés. Et 205 objets connectés qui travaillent ensemble, qui font des trucs pour moi. Et cette histoire de latency, aujourd'hui, je ne la vois pas. D'accord, je la sens pas. Ça, vous le voir ou pas, mais c'est comme ça, donc c'est pour moi un peu un problème. Maintenant, si vous me dites, ta vie dépend de la connexion, du temps de connexion, de latency. Là, je ne vais pas faire d'un Internet des objets, là. Je ne vais pas le balancer sur Internet, le truc. Je vais faire un truc local qui marche, un défibrillateur, machin, un truc. Je vais faire ça en bas, d'accord? Et je vais faire un truc spécifique. Ma vie en dépend. Là, c'est ça. Un truc qui allume la lumière, qui va balancer, qui va allumer ma machine à laver, qui va faire mon robot aspirateur, ça, je vais pouvoir les mettre. Mais si ma vie en dépend, je vais resserrer les liens. D'accord? Donc là, je suis d'accord, on va faire ça. Mais là, ça ne s'appelle plus un Internet d'objets. Ça ne sert à rien. Pourquoi je connectais à un truc qui va juste être complètement dédié à quelque chose de local? Qu'est-ce que vous entendez par resserrer les liens? Vous l'employez dans le cloud? Pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous entendez par resserrer les liens? Est-ce que vous justement, j'en vois pas sur ça. Non, là, j'en vois rien. Là, souvent, ma vie en dépend, ici. Pourquoi se faire chier à aller connecter le truc aux autres? Ici, c'est un machin qui est spécifiquement pour quelque chose qui va me sauver la vie. Parce qu'après, il y a des trucs médicaux. Ouais, il y a des trucs médicaux, il y a des trucs après qui vont être des analyses médicales, des machins qui vont pas... Qui vont quelque part améliorer ma vie. Donc j'ai mon Fitbit là. Moi je suis le seul connard que je connais depuis 4 ans porte un Fitbit. Parce que la moyenne des gens, au bout de 4 mois et demi, ils les jettent. Moi si je le porte depuis 4 ans, parce que mon Fitbit il n'est pas connecté au cloud Fitbit. Mon Fitbit il est connecté à mon cloud et il joue avec mes autres objets. Enfin moi je parle d'application médicale où le médecin regarde... Oui, mais ça c'est la télémédecine, le machin, ça. C'est rarement en temps réel, d'accord?
Et si c'est temps réel moins une seconde, c'est pas grave. Les mecs, ils vont pas, ils vont pas dépendre sur une connectivité temps réel pour faire des trucs intéressants. Ça va être intéressant de connecter à d'autres choses et tout ça pour comprendre mon environnement. Je vais connecter à différents senseurs, ça peut être la qualité de l'air, ça peut être d'autres choses. Mais là, ça va être intéressant, oui. Et là, ça va être moi. Et les choses purement pas médicales vont pouvoir aider le médical. Et là, c'est là où je pense que ça va être intéressant. Alors, exemple, un système d'alarme ou un détecteur d'incendie ou un détecteur d'inondation qui, là, pour le coup, nécessite une réactivité hyper rapide. Ouais. Mais hyper rapide, là, quand on parle de l'ordre de 3 secondes, on est OK. D'accord? Donc, quand je parle de ma vie, je parle vraiment du machin où il faut que je réagisse, moi, sur la seconde pour sauver le mec qui a eu une crise cardiaque. D'accord? Alors, on sait très bien que quand on a une crise cardiaque, il faut agir dans la minute pour que ce soit vraiment bien. 10 minutes, on a perdu 50%, et au-dessus de là, on n'est pas bien. Okay. Donc, les trucs d'incendie, sécurité, tout ça, c'est important. Et je pense que c'est OK, la plupart des systèmes connectés aujourd'hui. Quand vous voyez je ne sais pas si vous avez EDT et des choses comme ça en France, mais les services aujourd'hui d'alarme, comment ça marche? Il y a le gars qui rentre dans la maison, ça se met à sonner, bon, au bout de 5 secondes, parce qu'on attend que le mec, pour être sûr que ce n'est pas une fausse alarme, qu'il ait le temps de mettre son code s'il faut. Bon, donc ça, il y a 5 secondes qui s'est passé. Après, bon, là, on va envoyer un coup de téléphone, donc ça envoie, c'est par une ligne téléphonique, ça envoie un mec qui va être un standard. Bon, le mec de standard, le temps qu'il comprenne que c'est bon, machin, un truc, il a un truc sur l'ordinateur qui arrive, il faut qu'il se... Bon, ça dure une bonne minute, voire deux, pour qu'il se passe quelque chose en réactivité. Avec les objets connectés, on peut couper ça de plusieurs manières. On peut couper ça, d'abord on peut couper les fausses alarmes, parce qu'on va se retrouver avec d'autres objets qui vont confirmer qu'il y a un break-in, d'accord? Et puis on va pouvoir agir beaucoup plus rapidement sur la loupe de retour. Bon, donc ça c'était le numéro 1. Latency, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de vital pour ça. Sécurité. Alors sécurité, évidemment, c'est vital. D'accord. On peut en discuter. Est-ce que ça m'emmerde vraiment qu'il y ait un gars qui aille craquer mes on-off de mes lampes chez moi? Bon, il peut y avoir un russe qui s'amuse après à éteindre et allumer mes lumières chez moi. D'accord, c'est emmerdant, mais bon, est-ce que c'est vraiment grave? Vous pouvez dire oui, à la fin, ça peut être très embêtant. Donc on ne veut pas qu'il y ait de break-in. La réalité, et là, bon, on peut être d'accord ou pas, c'est que moi, jamais je pourrais dire que mon système est complètement sécure. Je ne peux pas le dire. Je suis un ancien hacker, je suis fier d'avoir hacké le ministère de la Défense français, il y a longtemps, hein, donc c'est prescrit. Et donc, non, c'était rigolo, j'avais balancé sur une île du Pacifique 500 camions qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il n'y avait pas de route. Mais bon, tout ça par le Minitel à l'époque, c'était assez rigolo. Mais bon, bref. Et donc, en tant qu'hacker, je ne peux pas, ancien hacker, je ne peux pas dire que tout ce système est secure. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas envie. Donc, je vais vous dire que c'est as secure as possible. Okay. Donc, je vais vous dire, on utilise pour cette plateforme, comme ce qu'utilisent toutes les autres personnes, HTTPS, EIS 128, je ne sais pas quoi, enfin, vous pouvez nous donner tous les mots-clés qui vont bien. On utilise tous les machins que les banques vont utiliser. Bon, on a tous des comptes en banque online, on fait tous ces trucs, on considère qu'on est content avec ça et on n'a pas l'impression que notre compte en banque va être piraté du jour au lendemain. Donc, dans ces plateformes online, on va utiliser ces trucs-là. Alors évidemment, il faut que vous vérifiez vos sources, il faut que vous soyez sûr que les mecs à qui vous allez confier vos datas sont des sources fiables, etc. Mais bon, vous pouvez considérer que quelqu'un comme Samsung, il va faire en sorte que il va essayer de protéger vos datas au maximum. Je vais en parler un tout petit peu de la sécurité tout à l'heure, et surtout de la privacy, je ne sais pas comment on dit en français non plus ça, privacy. Voilà, donc, je n'ai pas trop une question, je suis étonné. Alors maintenant, personne n'a une question? Moi j'ai juste envie de la pérennité par exemple. Pérennité des data? De l'ensemble de l'écosystème.
Absolument, vous avez misé dessus. Ah ouais, si toutefois Samsung décide de casser la boîte, par exemple, et dire bah, c'est plus, on ferme dans 3 mois. Donc il y a eu des trucs comme ça. Par exemple, Google, ils ont fait récemment, ils avaient, je ne sais plus quel c'était, mais Google ils sont spécialistes de ça. Ils font des services. Il y a plein de gens qui vont dessus, ben justement leur service médical, leur truc médical à Google il y a à peu près 2-3 ans, ils avaient fait une plateforme et puis après ils ont dit ben non, finalement on ne fait plus, donc on ferme. Bon, ce qui se passe en général dans ces cas-là, c'est que vous avez toujours la possibilité de récupérer vos data. Donc, si vous voulez récupérer la data sur une certaine distance, je ne sais pas ce que vous allez en faire, parce que bon, quand c'est vos data médicales, par exemple, vous savez ce que ça veut dire, quand c'est vos data sur 1 an de la façon dont vous avez éteint et allumé vos lampes, bon. Mais, vous allez voir tout à l'heure, on considère que les data appartiennent aux gens, donc il y a une façon de les récupérer. Vous pouvez à tout moment fermer votre compte et décider que vous voulez récupérer vos data. Et si toutefois Samsung venait à collapser, comme Sony, ou comme Nokia plutôt, il y aura une façon de récupérer ces data. Mais c'est une excellente question. C'est une excellente question. J'avais une question par rapport à la territorialité, désolé. Territorialité, c'est une excellente question aussi. Donc il y a des pays comme l'Allemagne par exemple qui sont très très focusés sur la territorialité. La Chine, hein, c'est même encore pire. Donc ça c'est excellent. Donc ça veut dire quoi? Il y a 2 choses. Ce qu'ils demandent en général, c'est on veut que les serveurs qui abritent les datas de chez nos machins, ils soient chez nous. C'est ce qu'ils veulent en général. Les Chinois, c'est pas tout à fait ça, ça c'est les Allemands. Les Chinois, ce qu'ils veulent, c'est contrôler. D'accord? Donc ils veulent que les serveurs soient chez eux, mais ils veulent aussi que ça soit surtout derrière leur barrière, leur muraille de Chine. D'accord? Donc, là, il y a un problème. Parce que quand on va commencer à parler d'interopérabilité, si on ne peut plus interopérer avec les datas, c'est compliqué. Pour la Chine, il se trouve qu'on a le problème aujourd'hui, nous, parce qu'on vend beaucoup d'électroménagers en Chine, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la plateforme commence à devenir commerciale, c'est une des questions aujourd'hui. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de faire une sorte de private cloud pour la Chine. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution pour ce territoire particulier, parce que c'est trop compliqué avec les restrictions qu'ils nous imposent. Par contre, pour l'Allemagne, ça va être beaucoup plus facile, et pour tous les pays, peut-être même un jour la France qui demandera ça, c'est beaucoup plus facile. Là, on compte sur les utilisateurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi pour les datas en Allemagne aujourd'hui, c'est de dire tout ce qui va être les datas proposées par un service qui est quelque part adoubé par le gouvernement, ces datas doivent être locales en Allemagne. Mais ça ne veut pas dire que moi, citoyen allemand, si willingly, alors, je suis désolé de me mélanger un peu, mais je ne vais pas faire autre chose. Donc volontairement, je décide que les trucs là que j'envoie, parce que vous allez voir tout à l'heure, c'est mes data. Hein, c'est quand même mes data. Donc moi, je décide que je suis assez grand pour dire que ces data, elles vont aller chez Monsieur Machin. Et que Monsieur Machin, dans ses EULA, End User License Agreement, dans la EULA, il y a marqué « Je ne te dis pas pour sûr que tes data seront dans ton pays. » Parce que je ne peux pas le dire, je ne vais pas avoir des serveurs dans tous les pays. Donc, moi, citoyennement, je lis ça, je m'inscris, c'est moi qui décide. D'accord? Et donc, mes data vont être en Irlande, en Pétaouchnok, d'accord, je ne sais pas. Mais je sais que ce service est là. C'est moi qui décide. Et le gouvernement peut rien dire. Le gouvernement allemand peut rien dire dans ce cas-là. D'accord? Parce que c'est moi qui décide. Par contre, en France, on a le même problème avec la CNIL. Et en tant que commercialisateur d'un service, demain... Mais justement, on parle avec la CNIL. Il se trouve que moi, comme je suis français, c'est un truc que je peux faire. Et bon, j'ai un petit groupe ici en France. Et donc, on parle justement avec la CNIL. Va avoir un changement très bientôt. Ils vont éditer quelque chose qui va être dans la même veine que ce que je dis en ce moment. Aujourd'hui, c'est pas clair. La CNIL, elle n'a pas vraiment de choses qui dit il faut que les datas des Français soient en France. Il n'y a pas ça. Hein. Non, ça n'existe pas. Ils disent très clairement que Safe Harbor ne tient pas et que, enfin, ils ne sont pas d'accord et que très concrètement, si on laisse partir une entreprise américaine sur un environnement non territorial européen, la data, on ne répond pas aux exigences de la CNIL et c'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai du tout. Facebook, ils n'ont pas un serveur en France. Pas un.
Ils ont quelques millions d'utilisateurs, et la CNIL... Donc, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi, ou il n'y a pas de choses qui font qu'il ne faut pas le faire. Peut-être qu'ils ne recommandent pas. Mais comme j'ai dit, ils sont en train de travailler sur quelque chose qui va être très proche de ce que je suis en train de dire, et qui est très proche de ce qui est fait aux États-Unis, par ce qu'ils appellent le HIPAA compliance, et qui donne le pouvoir à l'individu. D'accord, c'est mon choix. C'est vous qui avez la question qui m'énerve? Oui. Là, on aborde donc deux sujets. Tant que c'est local, c'est ce que vous expliquez, le domaine de la maison, dans le product cloud, énergie. Et quoi, pardon? Énergie. Énergie? C'est pas celle-là. C'est pas? C'est pas cette question qui m'énerve. Non, c'est bon, ça m'énerve. L'énergie de stockage. Non, ça m'énerve pas du tout. Envoyer Vous au voulez... pôle nord ou au pôle sud des bases de données, il faudrait des systèmes un peu plus de fog, de edge. Ouais, bon, on va pas faire les bouffons. C'est-à-dire que on va faire en sorte que le service soit utilisable. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, les data vont être appliquées dans plusieurs sens. Ce que je dis, c'est pas, ça va pas être appliqué dans tous les pays. D'accord? Parce que ça, c'est pas viable. Je vais pas avoir un serveur en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Je veux dire, c'est qu'on est... Même si on rassemble tous les serveurs du cloud, ça doit faire la consommation des transports. D'accord, ça, à ce moment-là, oui. Bah, si vous parlez de ça, oui, c'est gros. Il se trouve que dans mon previous job, j'ai construit des data centers de scratch, d'accord, donc de zéro. Et je les ai construits en 6 mois pour quelques milliards de dollars. Et j'ai connecté 300 millions de machines dessus. Okay, donc, mais qu'est-ce qu'elle consommait? Ça consommait, ça, je ne vous dis pas le contraire. D'accord, ça consomme, c'est des serveurs, ça consomme. Maintenant, ça rendait un service. D'accord? Et ces quelques milliards de dollars dont je parlais, qu'on a utilisé pour construire ces data centers et pour les opérer, bah, si on l'a fait, c'est parce qu'on gagne une seconde. Quelque part, ça s'offset. C'est parce que là, on est encore à la préhistoire de l'Internet des objets. Vous avez 300 objets connectés, mais vous êtes à... 205, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je n'ai pas ce slide-là, mais d'habitude, j'ai un autre slide qui dit on n'a pas encore compris, et on a tout faux, quand on parle aujourd'hui du nombre d'objets qui vont être connectés. C'est incroyable le nombre d'objets qui vont être connectés. Aujourd'hui, il y a plein depuis 3 ans, il y a plein d'études, Cisco, IBM, Craput, n'importe quoi, qui vont dire il va y avoir 120 milliards d'objets connectés. Ça, c'est le plus gros, c'est Microsoft, c'est la dernière étude de Microsoft. Après, il y a Cisco qui dit il va y avoir 80 milliards d'objets connectés. Et puis après, il y en a un autre qui va dire il y a 100 milliards. Moi, je dis en 2020, ils parlent tous de 2020. Mais bon, 2020. Moi, je dis en 2020, il va y en avoir 1,5 trillion. Alors, c'est en anglais, ça, donc c'est billion en français. D'accord? Parce que le billion en anglais, c'est le milliard. Donc 1,5 trillion. Donc c'est 10 fois plus que la plus grosse... 10 fois plus. 1000 fois plus que la plus grosse estimate aujourd'hui. Pourquoi? Alors là j'ai encore une théorie de base, et un truc tout con, hein, je l'explique. Alors c'est complètement con, mon raisonnement, mais c'est pas plus con que les leurs. Parce que eux, je sais pas sur quoi ils sont basés. Moi, je sais sur quoi je suis basé. Alors, je vais vous raconter l'histoire pour ça. Ma sœur habite en France, et elle a 2 objets connectés. Son téléphone et son ordinateur. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'en ai 205. Moi, je suis en 2020. Hein. Je vous l'accorde, je suis un peu en avance. Facteur entre ma sœur et moi, 100, exactement. Pas mal, hein, c'est 102. 100, quelque chose, mais bon, on va dire 100. D'accord pour ça. Est-ce que vous savez, et vous, j'espère que vous savez, combien il y a d'objets connectés dans le monde aujourd'hui? Tout de suite là, non. Il y a une bonne centaine de milliards entre les téléphones et les ordinateurs. Vous voyez où je vais? Multiplié par 100. C'est gagné. Ok, donc, tous les autres, c'est des bouffons, ils n'en savent rien, ils n'en savent pas plus que moi. Donc, on ne sait pas. Mais c'est beaucoup plus que ce qu'on dit aujourd'hui. Les 100 milliards d'objets connectés, ils vont exploser dans les 2 ans qui viennent, c'est évident. Et en 2020, ça va être incroyable. Donc pour vous, il n'y a pas de problème sur les... Non, après, il y aura la bande, oui, c'est ça, mais ça, on évolue. Donc, je vois bien, moi, je fais ma maison connectée depuis,
1999. En 1999, j'avais le modem qui connectait le machin. D'accord, c'était un cauchemar. Mais bon, j'avais ma maison connectée. Bon, on voit les progrès, on voit la façon de faire. Il n'y aura pas de problème de bandwidth. Il y aura pas, parce que la plupart de ces objets-là, on revient justement à certaines connectivités qui descendent. Quand on prend les Sigfox par exemple, Sigfox, bon, ils ont, vous connaissez certainement cette boîte de Toulouse qui est considérée comme un modèle français aujourd'hui. Sigfox, ils partent d'un postulat qui dit qu'il y a plein d'objets qui vont arriver qui n'ont pas besoin de bandwidth. Parce que eux, ils sont à 20 kilobits, 20 bytes. Un truc ridicule, je veux dire, point de vue connectivité. Mais c'est quoi? Bah, c'est ce dont a besoin mon interrupteur de l'ordre. Hein. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? 2 ou 3 fois par jour, il va envoyer un on, un off. Okay. Il n'y a pas besoin de big tuyau. Hein. Donc, je veux dire, la plupart des objets, sur mes 205 objets à la maison, je dirais que des qui bouffent de la bandwidth, il y en a peut-être 5. 10 peut-être. C'est vraiment pas cool. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, après, ça se translate, traduit. Ça se traduit en nombre de data sur les serveurs. C'est évident que le gars qui a envoyé un bit un byte, disons, tous les 3-4 heures, je peux le garder à l'état éternel. Donc, overall, je pense qu'on est OK pour connecter 100 milliards d'objets. Quand je suis arrivé chez Samsung, quand je leur ai dit je vais faire cette plateforme, je leur ai dit je fais cette plateforme pour 1 trillion d'objets. Parce que ma plateforme précédente, j'avais fait 300 millions, comme j'ai dit tout à l'heure, 300 millions d'objets, c'était des iPhones. Là, j'ai dit je vais faire pour 1 trillion. Est-ce que finalement l'Internet, et si ça plante? Ah! Voilà, alors ça m'énerve. Ça y est. Alors ça, c'est la question qui m'énerve parce que... J'adore Pascal. Réfléchissons à ce que ça veut dire. Internet qui Si plante. ça plante ou si je l'ai pas. Et si je l'ai pas? Ah ben si je l'ai pas, bon, je veux dire, je vais pas rentrer dans Internet au sexe. Hein. Là, ça me paraît assez évident, je vais même pas essayer de connecter les machins. Mais si ça plante, d'accord? Si ça plante, il n'y a pas Internet au sexe. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas d'électricité? Il n'y a pas d'électricité. Et vous faites quoi? Vous allumez une bougie. Okay? Moi, je recommande, s'il n'y a pas Internet, allumez une bougie. Non, ça va pas comme truc? Ça dépend du niveau d'indépendance qu'on a créé. Bah ouais, mais l'électricité, on a quand même créé une petite dépendance, d'accord? Oui, enfin la bougie, c'est bien. Ça fait plaisir de dire pas le problème. Non, mais je veux dire, quand il y a l'électricité qui tombe en rade, on est quand même dans la merde. D'accord. Donc, on est dans la merde, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On appelle son opérateur. Hmm? On met la bougie, on appelle son opérateur. Ouais, ça, parce qu'il y a toujours Internet, justement. C'est ça qui est rigolo. C'est quelque part, j'ai toujours Internet sur mon téléphone. Mais bon, ouais, on a créé une dépendance, en fait, mais un jour, ça va être réparé, ça va revenir. Et puis, en attendant, on a des possibilités de faire autre chose. Je parle pas de la dépendance à l'Internet. Je pense à la dépendance de ce qu'on a construit avec un réseau d'objets, par exemple, qui permet de sécuriser une ouverture de porte, d'actifs de chauffage, et puis si on est trop dépendant de ça, il faut que On n'entend pas bien. Ah pardon, je parle à monsieur. Je parlais de la dépendance qu'on pourrait créer sur des systèmes de sécurité, par exemple ouverture automatique, automatisation, chauffage, etc. En cas de dysfonctionnement, il peut très bien y avoir Internet, mais on a mal configuré ça. Comment on fait pour s'en sortir? Mais là, j'ai la même question pour l'électricité. C'est pareil, ma porte, machin, ça. Bon, il peut y avoir des backups d'électricité, il peut y avoir des backups d'Internet. Parce qu'il y a des boîtes que vous connaissez certainement aussi, on parlait de Sigfox tout à l'heure, un de leurs business, c'est Sigfox, c'est d'avoir des trucs opérés sans power et en backup. D'accord? Donc ils sont les backups d'Orange, par exemple, peut-être un jour. Mais voilà, donc l'Internet tombe, il y a un autre Internet. D'accord? Ça peut être une puce 3G, ça peut être autre chose. Donc il y a des possibilités de backup. Maintenant, on peut très bien ne pas y penser, peut-être configurer, et ça arrive. Et ça arrive aussi donc, pour l'électricité à ce moment. Combien d'entre vous ont des backups d'électricité chez eux? Je pense que je parle dans le domaine. D'accord? Donc, mais dans la vie du... Alors, nous, on est très chez le Renarlin tourné vers l'habitat. Dans la vie du client,
Il rentre chez lui, il veut ouvrir son portail, son garage, sa lumière, son chauffage, tout ce qui est connecté. Il ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'internet. Non, mais ça c'est pas vrai, parce que quand on regarde tous les objets connectés qui sont des objets, les vitaux comme la porte, j'ai pas une porte qui ne s'ouvre qu'avec Non, Internet. d'accord. D'accord. Donc, bon, j'arrive toujours à ouvrir mon garage, j'arrive toujours à ouvrir ma porte. Les trucs de base, ils arrivent à marcher toujours quand il n'y a pas le power ou quand il n'y a pas Internet. D'accord. Donc, il faut que l'objet soit créé correctement. Ah, d'accord. Mais il y a aussi des services où on revient toujours à la sécurité, où les assurances, où les sociétés vous obligent à avoir une forme de backup. Donc pour vous, quel serait le niveau de backup qu'on peut développer aisément en attendant on soit certain que le Wi-Fi ne plante jamais. D'accord. Ben, comme je viens de dire juste avant, il y a des backups aujourd'hui dans ma boîte d'alarme, d'accord. Donc je suis connecté par Wi-Fi, mais j'ai un backup en 3G. C'est pas en 3G, même c'est en Edge, je crois, c'est une merde, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a, ça existe déjà, d'accord. La réalité, je voulais quand même dire une chose, c'est que dans les 3 dernières années, par exemple, chez moi, dans ma maison, j'ai eu plus de coupures d'électricité que de coupures d'Internet. Vous allez me dire, quand tu as une coupure d'électricité, tu as une coupure d'Internet. Ben non, justement, parce que j'ai toujours Internet sur mon téléphone et quelque chose comme ça. C'est ce que tu fais aux États-Unis. Non, parce qu'ici, on est plus connecté sur les téléphones, on est meilleur grâce à Orange et à ses concurrents. On a une meilleure connectivité Internet sur les téléphones qu'aux États-Unis, parce qu'on est encore un peu au Moyen-Âge. Je parlais de l'électricité. Ah, l'électricité, oui. L'électricité, oui, j'ai beaucoup plus de coupures d'électricité là-bas que de coupures d'Internet, en fait. Mais ici, oui, j'imagine qu'il y a plus de coupures d'électricité que, je crois qu'il y a personne d'EDF. C'est le contraire. Ici, il y a plus de coupures d'Internet que de coupures d'électricité. Plus de coupures d'électricité. Ouais, pardon. Beaucoup moins. Ouais, c'est vrai, je pense que tu as raison. Mais bon, ceci dit, la réalité, c'est que oui, il faut des systèmes backup pour les trucs vitaux. D'accord. Donc si tu crées un service qui va être un service qui ne doit pas s'arrêter, il faut que tu crées ton backup. Et ça peut être un machin qui va être mandaté par whatever service qui va être fait, mais bon. Et quand je suis au fond de mon jardin où mon Wi-Fi n'arrive pas et... Ça, c'est ta faute. Ouais, ça, Non, mais c'est un gros jardin. Mais c'est ta faute. Il y a des specs, d'accord. Il y a des trucs qui disent ce machin, les specs elles sont toujours fausses, donc tu divises par 2, d'accord. Donc Wi-Fi, tu divises par 2, BLE, tu divises par 2. Bon, voilà, tu sais que l'un c'est 5 mètres, l'autre c'est 50 mètres. Voilà. Et voilà, après, il faut faire marcher le service. Tu vas le faire marcher comme tu peux. Donc s'il faut mettre un repeater au milieu du jardin, tu mets un repeater au milieu du jardin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des boîtes comme Somfy ou autres utilisent des protocoles entre guillemets terrain locaux, un bon vieux 868. Ça marchouille. Ça marchouille. Mais ça marche, je marche pas, ça suffit largement. Ouais, ça suffit largement, et c'est ce que j'ai chez moi pour mes rideaux. J'ai tous mes rideaux qui sont connectés, d'accord. C'est pas du Somfy, mais c'est un truc équivalent. Mais à la fin, mes rideaux connectés par eux-mêmes, je m'en fous de la façon dont ils sont connectés, comme je disais tout à l'heure, donc ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que maintenant je sais qu'ils sont connectés à Internet, à mon cloud, et je peux les contrôler de n'importe où. Ou d'ailleurs, c'est pas moi qui les contrôle, c'est vos rideaux en 800 ou en 900 établis, ça passe directement par le cloud ou ça passe par un... Non, ça passe par un routeur. Comme j'ai dit, ouais, c'est obligé d'avoir un routeur. Comme j'ai dit, le BLE, il y a un routeur. Le routeur, ça va être le téléphone. Il y a un truc au milieu. Le routeur, ça fait partie du système qui va permettre à n'importe quel device de pouvoir parler à Internet. À la fin, ce qu'il faut... Je veux dire, à la fin, je parle, comme j'ai dit tout à l'heure, je parle de Internet of Things. Si ça ne va pas sur Internet, c'est pas Internet of Things. C'est le traducteur, le routeur, la c'est pas le traducteur. C'est le traducteur ou c'est juste celui qui route. C'est celui qui route. C'est un routeur. Il n'y a pas de traducteur. Non, il n'y a pas de traducteur là. Donc mes datas qui arrivent de mes rideaux aujourd'hui, c'est les datas pures du rideau. Et c'est leur protocole à eux, à chier, le truc incroyable. D'accord. Mais bon, une fois que c'est là-haut, ce qui est super, c'est que je peux réussir à le traduire comme je veux. Est-ce que vous n'avez pas quand même intérêt à faire en sorte que ce routeur, quelque part, fasse partie de Samy, que ce soit une extension de Samy, que vous puissiez... On va en parler tout à l'heure, donc quelqu'un parlait d'Arctic, donc on va en parler tout à l'heure. C'est une possibilité. Est-ce que Samsung a intérêt? Bah ouais, Samsung a intérêt, parce que Samsung, s'ils peuvent être en bas, en haut, c'est content, parce que Samsung est en bas aujourd'hui. D'accord. Donc si on peut rajouter des trucs en bas qui vont faciliter la connexion avec en haut, c'est une bonne idée. D'accord. Donc on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, si tu utilises le truc Samsung, c'est plus secure. Ok. Luc, une dernière question. Vous dites environ 200, plus ou moins 200 objets connectés. 205. Ouais, c'est précis. Depuis 99, du X10, vous en avez encore, j'imagine? Ah oui, du X10, j'ai ma cheminée, elle X10. J'en ai aussi. Vous avez 205 applications différentes? Non, alors justement, c'est ça qui est bien, c'est que si j'avais eu à utiliser les merdes qu'on me donne aujourd'hui pour chacun de ces devices, il faudrait que j'utilise 200 applications. C'est complètement con.
Je suis moi, j'ai pas de 200 mains, je peux pas faire le là, c'est complètement con. Donc justement, l'automatisation, l'interopérabilité permet que maintenant ces objets, c'est eux qui vont se parler entre eux, et donc c'est eux qui vont faire les choses, c'est eux qui vont sortir le téléphone de la poche, qui vont aller faire le machin, c'est eux qui vont prendre les décisions, c'est entre eux qui vont faire les trucs, c'est ces brains dont je parle, qui, je n'ai pas encore parlé enfin vraiment, mais qui vont être au-dessus de la plateforme, qui vont faire l'interopérabilité. Et justement, je ne vais plus avoir besoin de boutons, je ne vais plus avoir besoin d'interface presque à un moment donné. Il y a d'ailleurs un gros problème. Le seul gros problème que j'ai toujours pas résolu aujourd'hui, enfin, qui est un peu compliqué, c'est le problème du onboarding. Amener un device à moi et le configurer pour moi. Ça, c'est toujours compliqué. D'accord ? Mais après, l'interopérabilité, une fois que c'est dans le cloud, une fois que j'utilise SAMI, c'est magique. J'ai 188 règles aujourd'hui dans un rule engine, d'accord, qui font cette interopérabilité entre ces 205 objets. D'accord ? Et donc, moi, aujourd'hui, moi, Julia, quand je rentre chez moi, je ne touche jamais un bouton. Jamais. Je ne touche plus de boutons chez moi. Alors, une année, 2 ans, il y a 2 ans, j'ai enlevé tous les boutons chez moi. Très mauvaise idée. Hein. Ma femme n'était pas contente du tout, parce qu'elle, elle utilise toujours les boutons. Mes gamins étaient contents, et ça les a fait rire. Mais non, pas bonne idée. Donc, si vous y pensez, faites pas, parce que en général, ça ne marche pas. Mais pour moi, ça marche très bien. Chez moi, je n'utilise jamais de bouton. Je rentre dans un truc, ça s'allume. Je rentre dans un truc, je m'assieds dans mon canapé, il y a le feu qui s'allume. Je parle à la maison parce que je suis un speech guy, j'ai fait du speech depuis des années. Donc je parle à la maison, je lui fais des trucs, donc c'est super. En parlant de ça, parler à la maison, je vous ai raconté l'histoire, je crois, la dernière fois. C'est super, une super bonne idée de parler à la maison. Allume la cheminée. Voilà, super. Allume les lampes, commence à faire démarre le four, fais la lessive, machin ça. Bon, super. On peut faire plein de trucs à la voix. La voix, c'est super, c'est la meilleure interface. Hein, c'est celle qui convoie le plus d'informations en moins de temps. D'accord ? Donc c'est super la voix. Génial. Donc, il se trouve que j'ai fait du speech depuis 25 ans, comme je disais tout à l'heure, donc je suis un spécialiste de la speech recognition. Donc j'avais mis speech recognition partout, et SAMI, une de ces interfaces, c'est le speech. Donc effectivement, chez moi, tout ce que je viens de dire, on peut le dire, on peut le faire. Et on peut faire aussi, hey SAMI, open the door. Super chouette, super bonne idée, d'accord ? Je suis sur mon canapé, un truc, en train de siroter un machin, ça sonne, hey Samy, open the door. Ça ouvre la porte, le mec il rentre, moi je... Super idée. Problème, c'est que maintenant le mec qui est derrière la porte, qui est dehors, il dit hey Samy, open the door. Voilà. Bon, alors, donc c'est là, c'est en faisant qu'on se rend compte que des fois on fait des conneries. Ça c'est une vaste connerie. Donc depuis, évidemment, je peux toujours dire SAMI open the door, mais j'ai mis un tout petit peu machin devant qui est Speaker ID. Donc ça regarde qui parle. Donc maintenant, il y a 4 personnes dans la maison qui peuvent parler à la maison, et c'est les 4 personnes à qui appartient la maison. Okay ? Et donc le con derrière, qui est derrière la porte et qui dit SAMI open the door, et que c'est pulmoné à dire SAMI open the door, ça n'ouvre pas la porte. D'accord ? Mais ça, si je ne l'avais pas fait, j'y aurais pas pensé, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un cerveau. Les cerveaux, les mecs qui vont inventer les services et les trucs incroyables, eux, ils vont penser à des choses comme ça. Moi, je mets les trucs ensemble, je fais du Lego, d'accord ? Et de temps en temps, je me plante. Là, je me suis planté. Et si je n'avais pas eu la plateforme pour faire ça, je ne me serais pas planté.